Bon, merci beaucoup pour votre participation à ce colloque 2024 de la SPIM. On a des thèmes porteurs. L'immobilier au centre de l'économie productive, c'est bien, et puis quelques sujets pilotés par Capucine sur le futur de l'immobilier, donc voilà, quelque chose de plus prospectif. Et en tout cas, on sort de l'immobilier de la rente pour rentrer dans un immobilier qui nous concerne un petit peu plus, c'est l'immobilier qui rend service. Pardon. Ça, c'est le thème du colloque. Malheureusement, on est touché par l'actualité. Un des participants au colloque, qui s'appelait Jean-Paul Mattei, qui est le président du député MoDem à l'Assemblée, malheureusement, il est reparti en campagne. Enfin, malheureusement, heureusement pour lui. On a passé 2 heures avec Étienne et Véronique dans son bureau à discuter. Il est notaire de formation, c'est un passionné de la fiscalité immobilière, donc il avait plein de choses à raconter, justement sur comment adopter la fiscalité pour que l'immobilier soit encore plus dans l'économie productive, et ça aurait été sans doute intéressant de l'écouter. Malheureusement, bon, il n'est pas là. Bon, donc la table ronde sera tout de même super intéressante, donc voilà, on vous invite à y assister et à l'écouter avec intérêt. Donc ça, c'est ce qui nous arrive bientôt. Alors moi, je vais plutôt me tourner vers le passé. Je suis un homme du passé, ça se voit tout de suite. Donc vers le passé, surtout 2023, pour essayer de faire un petit résumé rapide de ce que vous avez vécu. Et donc au moins 3 thèmes, l'ajustement des valeurs, la stabilité des revenus et la liquidité des fonds. Avec ça, je pense qu'on aura couvert à peu près. Et Véronique m'a laissé 3 minutes, donc inutile de vous dire que je dépasserai un peu, mais que je vais quand même essayer de faire relativement court. Donc, ajustement des valeurs, bon, je crois que j'apprendrai rien à personne pour dire que les valeurs immobilières se sont ajustées. On ne sait pas très bien où, parce que le marché n'est pas encore extrêmement significatif, il n'y a pas beaucoup de transactions, mais en tout cas, les valeurs immobilières, quel que soit le pays, quelle que soit la classe d'actifs, avec des différences bien sûr selon la nature des actifs, se sont ajustées. Bon. Elles ne l'ont pas fait quasiment depuis 2008, et même 2008, ça n'a pas été très violent. Il faut remonter jusqu'aux années 90, donc une crise tous les 30 ans. Bon, c'est pas non plus un drame autour de l'immobilier, mais bon, c'est sans doute mes cheveux blancs qui me font dire ça. Donc voilà ce qui s'est passé. Alors le point le plus important, c'est pas tellement qu'elles se soient ajustées, c'est surtout que les gérants de produits immobiliers que vous êtes ont su très rapidement ajuster la valeur de ces actifs dans leur patrimoine et d'en tirer la conséquence au niveau des prix des parts qu'ils diffusent. Alors tous différemment, puisque chacun n'est pas touché de la même manière, encore une fois, selon la nature des actifs qu'il détient et de l'endroit où il les détient, mais tous ont fait cet effort. Allez, un peu poussé par le régulateur, mais en tout cas convaincu, et c'est ça qui me paraît important, que si on veut avoir la confiance des épargnants, il faut de la transparence sur ce qu'on leur vend, donc de la transparence sur les valeurs, et c'est à mon avis ce qui mérite d'être souligné sur l'exercice 2023, et qui se continuera sans doute sur 2024, moins fortement, c'est l'ajustement de ces valeurs et donc la transparence qu'elle va donner et la confiance qu'elle donnera sur les fonds que vous diffusez, parce que moi je diffuse rien du tout. Donc ça me paraît être le point le plus important de l'exercice. Alors, ça se continuera sans doute un peu sur 2024. Vous avez tous reçu le petit mot de nos amis de l'AMF indiquant que il faut, même si ce n'est pas encore réglementairement intégré dans les textes, continuer à faire vos expertises de manière semestrielle. Donc on aura sans doute une petite salve d'expertise au mois de juin, peut-être encore un peu d'ajustement, mais ce qu'on peut dire, alors, modulo le contexte politique qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'a priori, on pensait avoir atteint le point bas du marché au cours de 2024. On verra si c'est le cas ou si ça ne l'est pas, mais en tout cas, en matière d'immobilier d'entreprise, ça nous semble quand même être le point le plus important, et indépendamment de la situation politique. Deuxième point, c'est la stabilité des revenus. Alors ça, c'est super important. Vous avez réussi à tenir la distribution ou les distributions que vous avez envisagé de faire à vos porteurs de parts à la fin de 2022. Bon, c'était pas gagné d'avance, la situation économique est compliquée, il y a un peu plus de vacances, mais il y a un peu d'indexation. Et voilà, tous, quasiment tous, vous avez servi vos distributions. J'ai plus le chiffre en tête, je crois que c'est 4,52% de moyenne de distribution. Alors ça ne veut rien dire, parce qu'en fait, il y en a qui sont à 5 et d'autres qui sont à 3, mais enfin, tout le monde a servi la distribution. Et c'est globalement quand même ce qu'attendent les porteurs de parts de nos produits. C'est le point essentiel. La valorisation est moins importante que la distribution des revenus qu'ils attendent, complément de retraite ou complément de salaire, peu importe. Voilà, c'était ça
ça le point le plus important. Et je pense que ça continuera, parce qu'on a encore un peu de réservoir d'indexation. Vous savez qu'on a une inflation assez forte, qu'elle ne se ressent pas dans les loyers instantanément. Il faut que le marché le permette, il faut que les périodes de révision des baux arrivent. Donc ça va se diffuser tranquillement. Et encore une fois, la protection des revenus de nos clients contre l'inflation, qui est un élément fondamental, et le service de cette distribution, voilà, vous l'assurerez sans doute également en 2024. Liquidité. Alors je vais être moins catégorique. Alors déjà, il y a un point où il n'y a pas de problème, parce que ça mérite quand même d'être souligné. Hein. Tous les porteurs de parts de fonds au travers d'une unité de compte de contrat d'assurance, ils n'ont pas de problème de liquidité. Il faut remercier les assureurs, les féliciter. Ils ont fait ce qu'il fallait, ce qu'ils devaient faire, d'ailleurs ce pourquoi ils sont payés, c'est-à-dire ils ont fait la liquidité des gens qui voulaient sortir de ces unités de compte. Ils ont ravalé les produits, ils les revendent parfois, hein, ce qui peut créer des embouteillages dans un certain nombre de fonds, mais ils l'ont fait, donc il n'y a pas de problème de liquidité pour tous les clients qui détenaient ces supports sur des contrats d'assurance vie. Un petit peu plus compliqué pour ceux qui sont à l'extérieur, hein, parce que notamment le retour sur les fonds des positions détenues par les assureurs à la suite du rachat des unités de compte, et puis les demandes de rachat d'un certain nombre de porteurs ont fait augmenter la masse des parts en attente. Bon, pas de manière significative, hein, 2,7 milliards de parts en attente à la fin de l'exercice, c'est bon, allez, c'est 3% de la capitalisation. Ça veut dire qu'il y a 97% des gens qui n'ont rien demandé. Remarque, ça va bien, puisqu'il est normal qu'ils ne demandent plus, puisque vous avez ajusté le prix des parts, donc ils n'ont plus intérêt à sortir, puisque l'ajustement de ce prix étant passé, il faut qu'ils décident s'ils veulent continuer à conserver leurs revenus, mais enfin pour le prix de la part, c'est déjà fait. Donc là aussi, il y a un élément technique, hein, qui fait que quand on réagit vite, quand on ajuste vite la valeur des parts, il y a moins de chances que le marché des parts augmente. Donc voilà pourquoi il a été maîtrisé. Alors, ceci étant, maîtrisé, pas partout, hein, il y a des gens qui sont plus en difficulté, ou des sociétés de gestion plus en difficulté, il y en a d'autres qui par contre n'ont même pas vu le problème, elles continuent à collecter, hein. Je rappelle qu'il y a quand même 6 milliards d'euros à peu près 6 milliards d'euros de collecte sur les CPI au cours de l'exercice, et 2 milliards quand même supplémentaires, hein, qui ont servi à résorber du marché secondaire. Alors, on est loin des 12 ou 13 milliards qui étaient ceux de 2022, mais malgré tout, ça mérite d'être souligné, c'est ce qui soutient quand même cette liquidité. Alors, pour régler la liquidité, il n'y a pas 50 solutions, hein, il y en a deux, enfin 3. Les deux les plus connus, c'est on trouve de la collecte à mettre en face. C'est plus compliqué. Ceci étant, je ne désespère pas, parce que si on considère qu'on est arrivé à un point bas du marché, que les rendements se tiennent, et en apparence, ils sont même plus élevés, hein, 200 ou 300 points de base au-dessus d'OAT 10 ans, qui doit être aujourd'hui à 3,30 ou 3,40. Bon, faire 5,40 ou 5,50 de performance, c'est plutôt un bon produit. Alors, si on a envie de trouver le point bas pour rentrer sur un marché, je pense que voilà, il est bien là sur les produits immobiliers, donc je pense qu'une collecte va revenir, modulo la période politique qu'on va traverser. Deuxième façon de faire de la liquidité, c'est de vendre des actifs, hein, pour qu'avec le produit de la vente des actifs, on dote des fonds de remboursement et qu'on permette aux gens de sortir. Alors, c'est très bien, d'accord, d'ailleurs les gérants sont là pour le faire, mais il y a un moment où il faut quand même s'interroger. Est-ce que je dois brader, parce que le marché est difficile, mes actifs, pour permettre à 2 ou 3% de sortir et grever la performance des 97% restants? Donc ça, c'est des questions que chacun vous posez. Il y a ceux qui le font, ceux qui le font moins. Mais en tout cas, la vente des actifs est un des éléments essentiels de la liquidité de nos fonds. Et bien sûr, vous avez tous, pour beaucoup d'entre vous, réalisé cette politique. La troisième solution, donc collecte, vente d'actifs, ça aurait été de trouver d'autres outils de la liquidité. Parmi les outils de la liquidité, il y a notamment un qui est la confrontation. Hein, c'est-à-dire que vous dites, je ne peux plus assurer la liquidité des fonds parce que je n'ai pas envie de vendre mes actifs pour abîmer le portefeuille de ceux qui veulent rester. Donc, je vous fais un marché et puis vous proposez le prix auquel vous voulez vendre et d'autres se mettront là en face. Généralement, il y a des décotes, mais assez vite, hein, je rappelle ce qui a servi à régler tout le problème de la crise des années 2000. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui fonctionne. Là, malheureusement, on n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente assez rapide, d'ailleurs, avec les pouvoirs publics, le régulateur, les assureurs. Et on est toujours dans cette phase d'incertitude où c'est compliqué, hein, d'organiser ce marché de confrontation pour beaucoup d'entre vous, avec des problèmes, avec des questions de liquidité sur vos fonds. Alors, ce qu'on n'a pas réussi à obtenir, hein, même si on a écrit une lettre que certains ont trouvé un peu vive, mais qui était sur le fond assez justifiée, hein, à nos régulateurs, en disant « aidez-nous à faire ça, parce que vous en avez besoin ». Je pense que je fais confiance à votre imagination. Et je suis à peu près certain que vous allez trouver, légalement, hein, des outils pour pouvoir l'organiser, indépendamment du fait que les textes ne bougent pas vraiment. Et je doute qu'ils bougent beaucoup dans la période qu'on va traverser. Donc, allez-y, utilisez votre imagination.
je le rappelle, légal, hein, pour essayer de régler ça. Mais voilà, entre le point de bas, la vente des actifs et cette confrontation, hein, je pense qu'on devrait arriver à régler ce problème de liquidité assez vite et qu'en tout cas, il est peu important par rapport au volume départ détenu. Alors tout ça, ça nous fait un métier qui est plutôt... je suis trop long, hein, c'est ça, j'ai dépassé 3 minutes, hein, Etienne, oui, je sais. J'avais dit 3 minutes, mais je pars, je discute, je vois les uns, les autres. Donc, pardon. 310 milliards d'actifs sous gestion pour les fonds que vous gérez. 110 milliards sur les instituts, tout le reste sur des particuliers, plus de 4 millions de porteurs de parts particuliers. Donc, c'est pas un petit produit d'épargne, hein, c'est un vrai produit d'épargne. Et l'immobilier a gagné dans ce marché de l'épargne, dans les actifs, la place qui mérite d'être la sienne, un peu comme le private equity ou la dette immobilière dont on parle encore plus aujourd'hui. Voilà, c'est des actifs alternatifs à l'action et l'obligation. Elles sont ancrées dans les réseaux, donc il n'y a pas de raison que ça cesse. Et c'est votre vrai succès. Il nous reste des choses à faire pour 2024. Je vais aller plus vite. LTIF, alors c'est un peu mon dada, j'adore. LTIF, c'est le fonds de long terme d'investissement financier, hein, dans lequel il y a de l'immobilier. Hein, c'est l'autorisation donnée par un texte européen de diffuser tous les produits, et notamment immobiliers, dans toute l'Europe, hein, auprès de tous les particuliers en Europe, ce qui était interdit jusqu'à aujourd'hui. Un Français achetait des produits français, un Allemand des produits allemands, etc. etc. Donc ça va être la grande révolution de la distribution en 2024 et 2025. Passer d'un univers de placement de 60 millions de personnes à 500 millions qui est l'Europe, voilà, quand on est le deuxième gérant européen de fonds immobiliers, ça me paraît faisable. On a d'ailleurs intérêt à le faire parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, hein, les autres vont venir vendre des produits chez nous, donc il faudra qu'on se batte. Pour y arriver, il n'y a pas 50 solutions, il faut adapter la réglementation de nos fonds. On discute, on a discuté, on continuera de discuter avec le régulateur, la Direction générale du Trésor pour arriver à ça. Et puis, donc, on aura sans doute une base de texte qui nous permettra de le faire. Et puis, il faut une fiscalité, parce que bien évidemment, on ne peut pas imaginer de vendre des produits à des Européens si on leur explique qu'ils seront 4 fois plus taxés quand ils achètent un produit français géré par des Français que s'ils l'achetaient chez eux. Donc là aussi, le volet fiscal, qui j'espère sera à la fin de l'année, est un élément important de ce succès. Mais sachez que c'est essentiel pour nos fonds et pour la gestion immobilière française. Mais je sais que voilà, vous êtes armés pour ça et que vous n'êtes pas les deuxièmes gérants de fonds non cotés en France pour rien, donc vous pourrez le faire. Deuxième sujet, mais ça, bon, c'est la finance durable. On fait des progrès, hein, partout, bon, SFDR, le label ISR, donc je crois que là encore, hein, l'engagement des fonds immobiliers autour de l'immobilier durable, il n'est plus à démontrer. Hein, vous avez été nombreux à souscrire au label ISR qui doit être réformé. Voilà, il faut de l'ambition dans ce domaine-là, mais il faut voilà, avoir le souci du résultat qu'on veut obtenir, mais il faut aussi parfois un peu de raison, parce que quand on traverse les difficultés qu'on a aujourd'hui, hein, sur nos fonds, c'est pas toujours aussi simple de faire de l'ISR, d'engager des moyens sur des sociétés de gestion pour faire, mais il ne faut pas perdre la ligne directrice, même si on peut avoir un peu de retard. Donc ça aussi, c'est le challenge de demain. Voilà pour les deux challenges que vous voulez mettre en avant après tous ceux que vous avez réussi sur cette année. Un petit mot pour remercier rapidement nos associations sœurs. Alors l'AFG, la FEI, France Invest, France Assureur, avec qui on discute aussi, mais aussi l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, voilà, avec qui on continue de travailler pour voilà, les remercier pour toute cette collaboration qu'on a. Justement, et c'est là où et j'associe à ça bien évidemment le régulateur ou les régulateurs, hein, avec qui on travaille. Il faut dans ces périodes compliquées justement qu'on puisse avoir cette discussion constructive à livre ouvert. Alors on n'est pas toujours content du résultat, mais voilà, au moins il faut qu'on puisse continuer à discuter. C'est ce dialogue qu'il faut que l'association continue à poursuivre pour essayer de nous sortir toutes ces difficultés. Un mot pour les équipes de la SPIM. Alors elles ne sont pas nombreuses, efficaces, compétentes. Elles ont bossé cette année. Je peux vous dire que voilà, ça n'a pas été une année de repos. Les remercier bien sûr pour ça, et puis rappeler juste qu'elles ne peuvent vraiment travailler qu'à partir du moment où vous les aidez, parce qu'elles sont compétentes sur beaucoup de sujets, mais sur l'immobilier, sur les fonds, et sur les choses comme ça, il est essentiel, hein, que vous participiez à des groupes de travail, que nous fassiez, voilà, donner vos inputs sur les sujets que l'on traite. Hein, donc s'il vous plaît, accompagnez-les, parce qu'ils souffrent. Ils avaient un président exigeant, intrusif, directif. Rassurez-vous, ils vont être plus tranquilles, quoique, puisque c'est la fin. Comme vous le savez, bon, mon mandat s'est achevé il y a une demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà.
d'abord vous remercier tous pour voilà, les années que nous avons passées ensemble. J'espère que voilà, avec les équipes de la SPIM, on a su aussi partager votre passion pour ces produits et vous aider à le faire. En tout cas, c'était l'ambition qu'on vous avait. Et donc, merci en tout cas pour ces 4 années. Et la boucle est bouclée, puisque mon prédécesseur va devenir mon successeur. Pas mal. Et donc, voilà, c'est Frédéric Boll qui a été élu il y a quelques heures comme nouveau président de la SPIM. Et je vais m'empresser de lui laisser la parole, après avoir pris plus de temps qu'il n'était prévu, et en vous remerciant une nouvelle fois pour la gentillesse que vous avez eue à m'accepter comme président.